Oui, c'est ce que je veux entendre. Mon nom est Marie-Louise Legault, directrice des éditions La Plume d'Or et éditrice. Est-ce que ça vous tente de parler littérature? Dites-moi oui, c'est ce que je veux entendre. Et vous allez voir qu'on a un beau trio pour vous en parler. Mais avant de leur céder la parole, j'aimerais préciser que la conférence de ce soir est un projet qui a entièrement été initié par un jeune auteur qui, malgré ses 18 ans, compte déjà 2 romans à son actif, à savoir Local 013 et L'Entretien. Et c'est disponible au stand plutôt 469. Est-ce que je l'ai dit, 469? Il est l'un des 4 finalistes du concours Philosophie 2018, dont le gagnant a été désigné tout récemment, donc on en est très fiers. Et ça vous donne une bonne idée de sa plume, de la qualité de sa plume. Et c'est lui qui a choisi et invité les personnes qui lui tiennent compagnie durant cette conférence. Et vous allez voir, on le voit déjà que c'est des gens pas piqués des verres. Alors je vous demande de bien l'applaudir, mesdames et messieurs, celui qu'on appelle le Stephen King du Québec, Sean Foster. Merci, bonsoir à tous. Donc, commençons en vous expliquant pourquoi, dans le fond, j'ai décidé de faire un projet avec Jérémy McEwen et Kim Thuy portant sur la littérature. Je suis étudiant au Collège Montmorency et j'ai des cours forcés de littérature et de philosophie. Moi, personnellement, je trouve qu'on devrait en avoir plus, mais certains étudiants me disent souvent « Ah, mais quel cours qui sert à rien, la littérature, à quoi ça sert? » Moi, contrairement à la plupart de mes pairs, je trouve que la littérature a plusieurs bienfaits et c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter ces 2 gens qui ont 2 parcours complètement différents à venir nous parler des bienfaits de la littérature. C'est pourquoi la conférence se nomme « D'ici ou d'ailleurs, la littérature développe notre société ». Donc, nous avons Kim Thuy, gagnante du prix du gouverneur général, dernière finaliste dans le concours de la Nouvelle Académie littéraire. Jérémy McEwen, chroniqueur à Radio-Canada, enseignant, auteur, rappeur, un vrai multidisciplinaire. Donc, la première question est pour vous, Kim Thuy. Moi, j'aimerais ça que Jérémy commence par rapper. C'était pas au programme ce soir, mais une autre fois. Non, mais tout petit peu, là, tout à l'heure. Sans musique, je sais pas comment faire. C'est vrai? Non. Il peut faire le beatbox. Ouais. On va trouver un beatbox. Je sais qu'on va trouver un beatbox. Moi, je suis zéro. Je peux juste faire comme ça. Oui, c'est ça. On peut taper des mains, faire un petit... On va en reparler tantôt. OK. Pense à ça, là. Prépare-toi, là. Donc, on commence avec un sujet d'actualité, l'immigration, et notamment vous, à cause que vous êtes une immigrante ici, vous êtes arrivé et vous avez connu un succès fou avec Rue, qui parle de l'histoire de votre immigration au Québec, plus particulièrement à Granby. Comment trouvez-vous que d'écrire un livre d'autofiction, disons, ça permet au lecteur d'avoir une meilleure ouverture d'esprit et facilite l'immersion de la personne? C'est drôle. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais pas de but, j'avais pas de message, j'avais rien. C'était juste écrit pendant un mois de punition que j'avais à la maison, tout simplement. Mais vraiment, mon mari m'a forcé à rester à la maison pendant un mois pour rêver à une carrière de rêve parce que j'avais changé trop de métier avant ça. Et donc, j'ai écrit vraiment pour passer le temps. Et donc, j'avais pas de message au départ, mais je crois que ce livre-là a permis une conversation. Moi, c'était pas le but de parler de l'immigration. Moi, je pense que s'il y avait un but, c'était d'écrire cet accueil extraordinaire que j'ai reçu ici au Québec. Et puis à partir de là, c'est vrai que ça a ouvert énormément de discussions, d'échanges des 2 côtés, autant du côté des Vietnamiens. Et ça reste le compliment le plus, élogieux pour moi, quand il y a un Vietnamien qui m'arrive et qui dit « Non, mais tu as raconté mon histoire ». Et donc, je suis très contente que j'ai réussi à généraliser pour que l'histoire soit plus universelle que juste la mienne en ce qui concerne les Vietnamiens. Puis quand les Québécois viennent aussi pour nous dire « Oh mon Dieu, on se souvient de ce temps-là, on a reçu dans notre classe, on a reçu dans notre paroisse, on a reçu... » Et donc, je me dis, c'est peut-être juste un outil pour ouvrir la conversation et il faut cette conversation-là parce que quelqu'un qui arrive d'ailleurs, déjà, et je dis souvent un employeur qui reçoit 2 CV, dont un avec un nom qui n'est pas capable de lire
C'est juste le nom de famille des Vietnamiens, Nguyen. Alors, comment on fait pour prendre le téléphone et appeler ce monsieur-là pour le convoquer en entrevue? C'est très inconfortable. Donc, on va aller choisir monsieur la tulipe à côté. Hein, c'est normal. On choisit toujours la facilité, en fait. Et donc, je me dis, peut-être que ce genre de livre-là ouvre la conversation et que le monsieur qui appelle, il va dire, je ne sais pas comment prononcer votre nom, mais j'aimerais vous rencontrer. Et parce que il a déjà lu un livre sur le Vietnam, puis il disait, finalement, c'est pas si étranger que ça. Voilà. Oui, et toi, Jérémy, je sais que tu as lu Rue de Kim, je sais que tu es un fervent lecteur également. De lire des auteurs qui viennent d'ailleurs, qui racontent leur histoire, trouves-tu que ça ouvre l'esprit du lecteur, dans le fond, pour peut-être trouver des points en commun qu'on ne pensait pas avoir? Attends, avant que tu commences, il faut que tu spécifies que tu as lu le livre juste pour venir me rencontrer. Moi, je rencontrais Kim Tu, je vais quelque chose. Je me sentais obligée de faire une lecture forcée. Attends. Il y a des obligations qui sont plus agréables que d'autres. Hein. Alors, moi, je suis en train de me dire, tu vas rencontrer Kim Tu. Je me dis, j'en ai jamais lu, mais à peu près tout le monde a déjà lu un de tes livres au Québec. Je me dis, je vais commencer par le commencement, je vais commencer par Rue. Puis bon, je suis content que tu m'ouvres la porte parce que y a une phrase qui va me rester toute ma vie, c'est vers la fin du livre, quand tu parles de souliers. Puis là, tu dis, moi, qu'il y a un vendeur qui me dit que les souliers, I will walk on air, quand je vais porter ces souliers-là. Puis là, tu as fait une métaphore du déracinement, puis d'une espèce de... qui m'a surpris. Ça m'a surpris l'éloge du déracinement, alors que c'est un livre sur l'enracinement. Si je peux... Comment tu concilies finalement le déracinement et tu veux qu'on parle de philosophie, comment tu concilies déracinement et flottement, parce que souvent le flottement c'est vu péjorativement, puis tu le présentes de façon cohérente et libératrice presque. C'est la première personne à soulever cette phrase-là, et c'est drôle parce que quand je venais, en tout cas, j'étais déjà avocate, donc j'étais vieille là. Et là, non mais plus vieille déjà. Et là, il y a un garçon, on parlait comme ça, puis il dit son rêve, c'était de pouvoir voler. Et là, j'ai dit, mais mon Dieu, qu'il est original. Et je le trouvais tellement extraordinaire. Et j'en ai parlé à des amis. J'ai dit, ce garçon-là est tellement original et rêve de pouvoir voler. Et tout le monde a ri de moi parce que, en fait, tout le monde rêve de voler. Il y a juste moi qui n'avais jamais rêvé de voler. Et tu vois, donc, en tout cas, cette image de planer, c'était pas un rêve à moi. C'est un rêve que j'ai appris, en fait, à aimer. Avec le déracinement, avec le fait de vivre ailleurs. L'image est forte parce que c'est rare qu'on va qu'on va retirer une leçon d'acheter des souliers. Mais c'est ça qui arrive quand même. Mais la plupart, non. La plupart, ils nous font souffrir. La prochaine question pour Jérémy, on s'en va plus vers la réflexion, la philosophie. Étant donné que tu es catalogué d'auteur de réflexion, pourquoi est-ce important surtout en 2018, de proposer des ouvrages littéraires qui suggèrent des choses au lieu de donner tout cru dans le bec et dire c'est ça, telle est la réalité, il n'y en a pas d'autre, voilà mon opinion, point. Moi j'ai commencé à faire de la radio la radio étudiante comme tout le monde. Ma première job de radio, c'était une émission qui s'appelait Bande à part à Radio-Canada, puis le réalisateur m'avait demandé, peux-tu faire de l'opinion? Il m'avait pas demandé de la réflexion, il m'avait demandé de l'opinion. Ça, c'était en 2010, 2011, quelque chose comme ça. Puis moi, je me dis, de l'opinion, tout ce que j'entends, quand j'entends de l'opinion à la radio, c'est du monde qui gueule, tu sais. C'est du monde qui disent, voici. Puis en plus, en fait, pas 2011, 2012, c'était pendant la grève étudiante, fait que le gueuler à la radio, ça semblait la chose à faire. Et j'ai fait ça pendant tout le temps de la grève, là, pendant 6 mois. Puis là, à un moment donné, on passe à d'autres choses, Bande à part ferme, puis je me ramasse assis en face de Serge Bouchard. Là, j'étais avec lui, puis je me dis, je peux pas me gueuler devant cet homme-là, ça marche pas. Pas devant Serge Bouchard. En tout cas, ça m'aurait semblé loufoque, inutile, en tout cas, choisis ton qualificatif. C'est pas ça qui m'inspire, puis moi, j'ai changé ma façon de faire à partir de ce moment-là. Je me suis dit, je veux pas faire de l'opinion, je veux faire de la réflexion, c'est-à-dire d'ouvrir des pistes. Là, je parle de clairière dans mon livre, je parle de, juste, OK, on va avancer.
dans plein de sens différents, puis après ça, on s'arrête. On n'est pas obligé de... Tu sais, bon, j'évoquais justement l'enracinement versus la flottaison. Disons, bon, ben, après ça, les gens, ils font bien ce qu'ils veulent avec la métaphore en question. On n'est pas obligé de leur dire... C'est assez... En tout cas, moi, j'ai l'impression, si j'essaie trop de dire, pas penser, je me perds moi-même, parce que je suis pas si sûr de ça, de tant de choses que ça. Tu suis mes cours au cégep, tu le sais. Tu présentes les choses comme, ben, ça, je sais pas. Puis je suis beaucoup plus à l'aise dans une posture de m'arrêter plutôt que d'essayer d'endoctriner, parce que ça ne fonctionne pas. De toute façon, les gens ne trouvent pas ça intéressant. Moi, je me mets en posture d'auditeur, puis quelqu'un qui... Ah oui, puis OK, ben, si je suis d'accord, je trouve ça drôle un peu de temps, puis sinon, ben, je ferme le poste, j'arrête. Fait que je me suis écarté de ça le plus possible, le plus rapidement possible. Je pense que l'opinion, c'est très... c'est presque un monologue, une opinion, alors qu'une réflexion, c'est vraiment un échange où on est avec l'autre, en fait. Et puis, je crois que parce que le Québec n'a pas la culture du débat. Il n'y a pas du tout la culture du débat, alors qu'en France, par exemple, il y a beaucoup plus. Et la philosophie est obligatoire jusqu'à la fin de l'université en France. Et donc, la réflexion est imposée. Même un ingénieur qui étudie des choses très techniques, il doit quand même réfléchir pourquoi il doit faire ce qu'il fait. Et la NASA a un philosophe in-house, un philosophe dans la maison, parce qu'on a besoin de savoir pourquoi on veut aller sur la Lune, à part de savoir s'il y a de l'eau, s'il n'y a pas de l'eau. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans l'espace, mais on a besoin de savoir pourquoi. Et donc, surtout en ce moment, il y a comment il s'appelle, le propriétaire de Alibaba. Vous voyez, le site le plus, c'est comme Google, non, eBay. C'est l'équivalent de eBay, mais en Chine. Donc, c'est 100 fois plus gros. Et ce monsieur-là, il a fait la réflexion qu'il dit, les machines vont nous dépasser, ils nous dépassent déjà dans plusieurs domaines. On ne sera jamais capable de se rattraper. Et donc, il faut enseigner aux enfants de faire des choses que la machine n'est pas capable de faire, soit les sciences humaines, de réfléchir. Les lettres. Les lettres. La technicité d'aller sur la Lune, ça va, mais le sens de l'opération. Mais pourquoi? Oui. Et dernièrement, d'ailleurs, j'ai parlé avec le président de l'Université de Concordia, qui est une école assez technique, très soit business, soit génie, mais beaucoup moins en sciences humaines. Et à partir de cette année, ils ont une nouvelle politique de mettre beaucoup d'efforts sur les sciences humaines. Soit pas seulement les lettres, mais la philosophie. Je ne sais pas si la philosophie fait partie des lettres. Il faut savoir lire. Moi, je dirais que oui, là, sincèrement, parce qu'il y a une mise en forme nécessairement. La philosophie froide et désincarnée, certainement que ça existe, mais on finit par s'en lasser. Est-ce que je peux demander, c'est quoi la philosophie? La philosophie froide et désincarnée. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. C'est facile, c'est le sens grec du mot, c'est l'amour de la sagesse. Mais la philosophie froide et désincarnée, tu lis du Kant, c'est longtemps. C'est correct, on ne comprend pas tout de suite. Oui, mais en plus, le pire, c'est que ça se répète souvent, parce que tu as l'impression qu'il fallait qu'il écrive un truc de 500 pages pour avoir l'impression de... Puis, tu sais, c'est comme un espèce, OK, ça va, j'ai compris les catégories, a priori, de l'entendement. Merci, ça va. Mais ça tiendrait en quelques... Mais ça continue, puis ça continue. En tout cas, la philosophie froide et désincarnée, pour moi, c'est non. Ça prend un enracinement littéraire là-dedans. Tu vois, j'étais dans une galerie, puis à un moment donné, il y a un monsieur comme ça, puis on a aimé le même tableau, puis on a commencé à parler. Et là, j'ai découvert qu'il était philosophe. Donc, j'ai posé la même question parce que mon père est un enseignant, un professeur de philosophie, et il ne m'a jamais expliqué c'était quoi. À chaque fois que je lui pose la question, il me dit voilà. Et donc, c'est une autre façon de répondre à la question, c'est de crâner. Voilà ce que c'est que la philosophie. Et donc, je pose la même question à tous les philosophes, et je trouve que ce philosophe-là a donné une réponse qui est facile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. C'est qu'il dit un philosophe, c'est quelqu'un qui continue à poser des questions quand tout le monde a déjà arrêté. C'est ça. Oui, mais c'est de revenir tout le temps parce que c'est jamais réglé. Est-ce que la philosophie fait partie de la littérature? On peut en jaser 5 minutes. On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Ça va ensemble. Ça va ensemble pour moi. Parce que la lecture requiert un peu de réflexion. Tu n'as pas besoin de me convaincre. Mais il y aurait d'autres gens pour qui non, la philosophie est davantage rigoureuse, machin, ou je ne sais pas trop quoi.
la littérature plus artistique. Moi, je ne fais pas cette distinction-là non plus, cela dit, je pense pas. Là, Sean, désolé, on peut dans tous les sens, on l'abandonne. C'est ça. Mais parlant de grands philosophes et de littérature plus classique, disons, je sais que Jérémy a une relation un peu ambiguë avec les classiques de la littérature et de la philosophie, mais quelle est la pertinence, selon vous, en 2018, de continuer à lire les classiques? Ben, il faut faire ses devoirs quand même. Moi, je veux dire, je me suis cassé la tête sur Kant, mais il fallait que je passe par là. J'ai suivi, je sais pas moi, 4, 5, tu sais, juste sur Kant, là, OK, parce que Kant est important puis il a tout changé. Il faut le faire. Après ça, porter un jugement dessus, d'accord, mais avant ça, il faut que tu dises pourquoi il a raison avant de dire pourquoi il a tort. Moi, je vois comme ça les classiques en général. Il faut prendre la peine de leur donner raison avant de commencer à les critiquer. Mais quand on dit classique, c'est parce que ces livres-là ou ces pensées-là ont réussi à traverser le temps, non? Donc, il y a, quelque part, ces livres-là ont réussi à trouver le dénominateur commun entre nous tous, entre tous les humains, quelque part, non? Donc, oui, je crois qu'un livre classique, c'est ça. Sinon, il serait déjà tombé dans l'oubli et il n'atteint jamais la catégorie des classiques. C'est ça, c'est une idée qui perdure au Oui, qui a réussi à trouver cette essence qui nous relie tous à travers le temps, en fait. Et avec beaucoup de gens qui ne comprennent pas, comme je le mentionnais plus tôt, la pertinence de la littérature, et maintenant qu'on en parle de la philosophie, dites-moi pour vous ce qu'elle représente, la littérature. C'est de l'eau. Moi, je dirais que c'est carrément ça. Essentiel à la vie. Ben non, mais quand tu as soif, là, moi j'ai commencé à avoir soif tard, là, je tiens à le dire. Non, mais c'est vrai, je lisais pas tant que ça quand j'avais 18 ans. Justement, je me traînais les pattes à travers les classiques. Puis à un moment donné, j'ai fait, j'ai le droit de lire ce qui me tente. Puis ça a été un changement complet. Si je veux lire Kintuy, si je veux lire Sean Foster, je lis ça. Si je veux lire La boîte de céréales, je vais lire La boîte, je m'en fous. Mais je veux lire, point. Puis à partir de ce moment-là, c'était... Là, je me sentais nourri carrément, puis le désir d'écriture est venu par la suite, comme tu le sais, l'un va avec l'autre. Donc, oui, c'est de l'eau, carrément. Combien de minutes avons-nous? Non, ben c'est parce que c'est parce que j'allais vous raconter une histoire qui illustre parfaitement pour moi, parce que c'est très difficile de quantifier ou d'identifier pourquoi on lit, ou sinon les répercussions de ça, le fruit en fait qu'on cueille de la littérature. Mais j'ai eu la chance, c'est ça, de vivre une situation qui exprime mais parfaitement, qui illustre parfaitement ce qu'est la littérature et comment vous dire, je ne sais pas comment raconter cette histoire-là en 5 minutes parce qu'elle dure 10 minutes. Et au moins. Donc, on va faire une deuxième conférence pour parler de la oui, littérature. mais je crois que la littérature nous permet d'avoir des images qui nous donnent non, quand je vous dis comme ça n'a aucun sens, mais ça nous permet de rendre sublime ce qu'on trouve, la banalité de la vie, en fait. Pourquoi je vous raconte des histoires? Là, j'essaie de voir comment je vous raconte ça court. Oui, mais parce que c'est très long, parce qu'il faut que je vous l'emmène, en fait. Oui, je peux le dire très simplement, mais c'est juste que c'est long. Alors, je résume ça, c'est que j'ai un agent, mon agent de presse en Italie s'appelle Marco. Elle est d'une beauté fatale. En tout cas, là, on s'est retrouvés dans un confessionnal où il m'a raconté une histoire. Mais là, il vous manque toute la première partie pourquoi on était dans un confessionnal, mais en tout cas, on était dans un confessionnal. Et c'est un diplômé en littérature russe. Et là, je lui ai dit, écoute Marco, je connais rien de la littérature russe, tu vas me l'expliquer d'ici la fin de la tournée. Puis on passait 10 jours ensemble. Et bon, bref, et là, on arrive dans ce confessionnal. Et j'avais toujours rêvé d'aller dans ce confessionnal parce que c'est là où les meilleures histoires sont racontées. C'est dans la petite fenêtre, vous voyez, au cinéma. Et je n'ai pas de religion, donc je n'avais jamais eu l'occasion de rentrer dans un confessionnal. Mais là, on était à Milan, dans la chapelle de l'université, puis il n'y avait personne. Donc là, c'était vraiment ma chance. Je rentre là-dedans, j'ai dit Marco, il faut qu'on rentre absolument dans le confessionnal. Et d'aller de l'autre côté, puis d'aller dans la fenêtre, puis il m'a dit qu'il s'en allait à une conférence de presse et en route, il a perdu un bouton de sa chemise.
Et elle était trop en retard pour retourner à sa chambre pour changer de chemise. Et elle a trouvé une couturière, voilà, avec une machine, un trou dans le mur. Là. Et il rentre là-dedans. Puis quand elle a relevé sa tête, il disait elle était sublime. Et son cœur a perdu un battement. Et, elle s'est levée, puis elle a marché vers lui. Puis il dit ah, tu sais, elle était plus âgée. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu voulais dire par plus âgé? Il dit, fin quarantaine. J'ai dit, mais c'est mon âge, c'est l'âge parfait. Et là, il me dit, oui, c'était comme un fruit mûr qui marchait vers lui. Et là, il est venu, puis elle lui a dit qu'il n'avait pas enlevé sa chemise, qu'il allait recoudre le bouton sur lui. Puis il disait que c'était insupportable parce que le tissu le frôlait, mais très légèrement comme ça. Et son cœur commençait à palpiter, puis il l'entendait et tout, puis elle l'entendait encore plus que lui. Puis il dit, au milieu de tout ça, il dit, tu sais, je suis un garçon et je peux pas tout cacher mes sensations. Et elle était juste à côté. Et donc, comment faire? Et c'était une journée très chaude, donc la couturière portait une robe usée à la corde où il voyait même les fils, le fibre du tissu. Il disait des petits imprimés étaient juste accrochés sur ces fils-là. Elle avait les cheveux remontés en chignon. Puis il dit soudainement, comme ça, il la regardait et il voyait une goutte de sueur qui a coulé sur le côté de la nuque de la couturière. Et il dit, cette goutte de sueur a tracé la ligne de l'adultère. Et c'est pour ça que le livre Crime et Châtiment a été écrit, et c'est tout ce dont tu as besoin de savoir. Et pourquoi je vous dis ça illustre la littérature? Parce que je me dis, si ce garçon-là n'avait pas lu dans sa vie auparavant, il n'aurait jamais pu donner une interprétation aussi sublime à quelque chose d'aussi banal qu'une goutte de sueur. Il aurait juste dit, elle a transpiré, elle a sué, elle a pué, en tout cas, il aurait dit quelque chose comme ça, mais jamais il aurait pu dire ça. Et surtout, la fin, c'est qu'il partait en courant. Et je lui ai demandé, mais attends, t'as volé l'aiguille, t'as pas payé la dame, puis t'es passé à côté d'un moment extraordinaire. Et il m'a dit, non, si tu veux immortaliser un moment aussi éphémère que cette tension-là, il fallait laisser aller. Et encore une fois, je crois que s'il n'avait pas lu dans sa vie, jamais il aurait pu faire cette réflexion. Et donc, on ne sait pas quand quel livre l'a vraiment inspiré ou l'a emmené jusque-là. Mais je crois que la littérature nous permet justement d'interpréter les banalités de la vie en quelque chose de sublime, quoi. Et je pense que l'art sert à ça, à nous donner ce pouvoir-là. Comme l'a dit Marcel Proust, la vraie vie, c'est la littérature. Oui, comme la madeleine maintenant, on ne peut pas manger ça sans penser à ça. Voilà. C'est ça, sinon ça aurait été juste comme un bon mange une madeleine et un thé. Finalement, pour terminer, j'aimerais dire l'être humain, eh bien, on le sait, il est temporaire. Or, ses écrits, sa pensée peuvent traverser le fil des temps. Si vous aviez une chose à être reconnue et rappelée auprès de votre lectorat, laquelle serait-elle? Quand même laconiquement, avant qu'on se fasse couper. Rien, j'ai rien à laisser en fait. Vraiment. Le flottement. Non, mais c'est-à-dire plus que l'enracinement. Le plus possible pour l'environnement aussi. J'espère que je ne laisse pas trop de déchets derrière moi, mais non. Moi, je dirais une goutte de sueur. Quelque chose d'aussi bon. Quelque chose d'aussi bon. Non, mais quelque chose d'aussi bon que ça. Là. Une idée aussi bonne. OK, ça, Dostoïevski. J'arrive à faire une phrase ou une image. Moi, tu vois, c'est Crime et Châtiment. L'image, c'est Raskolnikov derrière le voile. Là, il est comme. Ah, puis là, à chaque fois que je pense à ce livre-là, je vois le bonhomme derrière son voile. Puis je me dis, moi, je me souviens, tu sais, j'ai lu ça il y a 15 ans. Mais d'être capable de faire une image qui va rester dans la tête à quelqu'un comme un voile devant quelqu'un qui vit du remords, comme dans Crime et Châtiment, pour moi, c'est juste ça, dans la tête à quelqu'un, puis ça va. Super. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait. Ouais, tu vois, c'est ça, mon histoire était longue. Je l'ai coupé de 3 quarts. Elle était belle, hein? Qu'est-ce que vous auriez fait avec la goutte de soie? C'est ça la question. Il y a un confessionnal derrière, là. Je viendrai pas le dire. Donc, merci à tous d'être venus. C'était tout. Et on se reverra peut-être l'année prochaine.